Merci à toutes et à tous d'être venus. On vous souhaite la bienvenue sur cette table ronde pour vous parler d'un sujet que l'on porte ici en Nouvelle-Aquitaine, qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, que on peut abréger rapidement en EFC, mais parce que c'est plus facile à dire, mais et donc l'idée, c'est de vous présenter à travers des témoignages d'entreprises concrets cette démarche de nouveaux modèles économiques dont l'objectif est de proposer une démarche plus vertueuse, tant sur le plan social que environnemental pour les entreprises, basée donc, comme vous le voyez, sur plus d'innovation servicielle, et vous verrez que ça concerne tout autant des entreprises du service que des entreprises de l'industrie, et la mise en place de relations de coopération. Donc avec moi, j'ai donc Olivier Blandin, chercheur au laboratoire Athémis, qui travaille depuis une vingtaine d'années sur ces sujets d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Philippe Karl, président de l'entreprise Isovation, et Jacques Fallière de l'entreprise Dussault Distribution. Donc je vais très rapidement maintenant laisser la parole à Olivier pour introduire le sujet de ce sujet de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui vous proposera donc de faire vivre ce sujet à travers le témoignage de ces deux entreprises. À toi, Olivier. Merci. Je ne sais pas si ça marche. Ah ben voilà, ça marche. Bonjour, bienvenue. Donc je vais faire une rapide introduction. Je ne vais pas vous présenter le référentiel de l'EFC, qui est quelque chose qu'on ne peut pas présenter comme ça en 5 minutes. Je vais plutôt partir pour l'éclairer sur une série d'enjeux auxquels nous sommes confrontés dans le développement économique, tant que ce soit des activités industrielles ou d'autres types d'activités de services ou même dans l'agriculture. Premier enjeu, ce qui me permettra d'éclairer ce que cherche à faire cette trajectoire autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et pour illustrer ça de manière plus simple, plus concrète, on s'appuiera sur le témoignage des deux collègues dirigeants qui sont ici et qui vont être présentés après. Premier enjeu auquel on est confronté, vous le savez, c'est la limite de la planète. Et derrière, ce que ça pose comme question, c'est que il faut arriver à trouver des manières de soutenir le développement des entreprises et leur rentabilité en essayant de produire moins de volume. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. C'est-à-dire comment on arrive à découpler le fait de toujours chercher à produire plus pour asseoir sa rentabilité, ce qui est bien sûr absolument important, mais avec cette limite que nous impose la planète. Si on continue à produire énormément, eh bien la planète ne suffira pas. Et pour ça, ce qu'on cherche, c'est essayer de trouver des manières de mettre les services au cœur de la stratégie de développement et au cœur du modèle économique. Comment on peut avoir une intention plus servicielle, y compris lorsqu'on développe des produits, des biens. Deuxième enjeu auquel on est confronté, c'est la question du prix et de la valeur. C'est-à-dire, on s'est installé depuis un certain temps dans une dynamique où le prix des choses ne dit pas la valeur des choses. Ça ne permet pas de rendre compte parfois des effets utiles que cherche à faire tel ou tel produit que l'on vend ou service que l'on réalise. Et on a beaucoup de dirigeants qui nous disent nous, on fait ça, mais c'est pas reconnu. Et qui conduit parfois les clients à chercher à abaisser le prix sans s'intéresser à la valeur, pas dans sa dimension monétaire, mais dans sa dimension réelle. Dire, qu'est-ce que ça produit comme effet utile? Comment ça prend en charge ce qu'on appelle des externalités, des enjeux environnementaux ou peu importe quel type d'enjeu. Ça, c'est le deuxième point sur lequel on cherche à travailler, c'est-à-dire à réinterroger la valeur des choses en s'appuyant plus sur les effets utiles et en essayant de développer une proposition de valeur plutôt que simplement la limiter à ce que raconte le prix. Ça, c'est la deuxième limite auquel on est confronté. Troisième limite, il y en a 4, je vais très vite. Troisième limite auquel souvent on est confronté, on pourrait dire que c'est une exacerbation un peu trop élevée de la concurrence. Alors bien sûr, cette concurrence, elle ne va pas s'exprimer pour tout le monde pareil, selon
ce que l'on produit, son secteur d'activité, etc. Mais si il y a quand même énormément d'entreprises qui sont confrontées à une pression concurrentielle très forte qui les oblige à rogner sur leurs prix et sur leurs marges et qui rend difficile leur capacité à se développer, d'autant plus si elles sont inscrites dans des dynamiques de chaîne de valeur et selon leur position sur la chaîne de valeur. Et l'approche que nous, on essaie de développer, de mettre en mouvement, et on va le mettre en exergue tout à l'heure, c'est comment essayer de faire un peu un pas de côté par rapport à cette pression concurrentielle pour essayer de développer des relations dans la durée, que ce soit avec des clients, avec des partenaires, en mobilisant plus la coopération que la concurrence. Ça, c'est la troisième limite. Et quatrième limite qui apparaît, qui existe depuis un certain temps, mais qui aujourd'hui est vraiment quelque chose qui devient très, très présent dans le débat public, c'est la question de la place du travail. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, et les bases de la retraite l'ont encore souligné, on voit aujourd'hui que la manière dont les entreprises pilotent leurs performances, la manière dont ils sont obligés de faire un certain nombre d'éléments pour tenir leur rentabilité, parfois met à mal, pardonnez-moi, la manière dont on mobilise les questions du travail, et parfois même pose des difficultés pour les salariés dans le sens que ça a. À quoi je contribue, à quoi je sers, comment je suis mobilisé dans le travail. Alors ça, c'est quelque chose qui est particulièrement apparu avec la Covid et puis qui continue à exister, que ce soit du côté d'une forme de désengagement quand même des collaborateurs, disons d'un moindre engagement, pas forcément un désengagement, mais un moindre engagement, ou que ce soit avec les difficultés, ça c'est vraiment très récent, quand même, les difficultés d'attractivité, c'est-à-dire de pouvoir faire venir des personnes qu'on travaille. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel on travaille, c'est-à-dire redonner une place au travail au cœur de la dynamique de développement de l'entreprise, à travers un concept qu'on appelle ressources immatérielles que je ne vais pas développer là. Du coup, on a essayé, comme l'indiquait Sébastien, on a essayé, donc dans tout un écosystème, là c'est moi qui prends la parole, mais c'est pas moi qui ai fait ça tout seul, on a essayé de développer une autre façon de regarder les trajectoires économiques des entreprises. Alors quand je dis entreprise, ça peut être, quel que soit le statut associatif, peu importe, des acteurs économiques, mais je dis entreprise pour aller très vite, d'essayer d'élaborer des nouvelles lunettes pour à la fois penser les questions économiques de l'entreprise, créer des dynamiques d'action, donc c'est pas juste pour penser, c'est pour agir, et essayer de consolider ou de mettre l'entreprise dans une trajectoire qui apparaît plus vertueuse, à la fois pour son propre développement, mais aussi au regard d'un certain nombre d'enjeux environnementaux, sociaux ou territoriaux. Et ces lunettes, on les appelle l'EFC. C'est-à-dire, c'est un référentiel qui aide à analyser et à mettre en dynamique d'action des entreprises. Et l'EFC, ça veut dire économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et ce que je vais proposer, c'est que plutôt que vous exposer tous les points qui seraient vite abstraits dans le peu de temps que l'on a, passez par de l'expérience à travers le témoignage que je vais laisser Sébastien introduire. Merci beaucoup pour ces premiers mots, Olivier. Donc oui, nous l'idée, c'était vraiment de présenter l'EFC par le prisme de ces témoignages-là, de vous présenter que, en fait, ça s'ancre dans le réel, dans des applications concrètes de transformation d'une démarche et d'un modèle économique, et qui permet justement d'appréhender ces enjeux socio-environnementaux dans son modèle économique et de l'intégrer dans sa logique de rentabilité. Donc, Philippe, peut-être que tu peux dire un premier mot, présenter très rapidement ta structure. Donc je vais conforter les dires du président de région, puisque nous ne faisons pas partie de la Nouvelle-Aquitaine, mais de la région PACA. Voilà. Donc effectivement, ça vient de la France entière. Et Isovation est une société qui existe depuis 1990, qui emploie 15 salariés. On réalise un chiffre d'affaires, comme vous voyez, de 3 millions d'euros. On fabrique des emballages isothermes. On fabrique un matériau isotherme sur la ville d'Avignon. Avec ce matériau isotherme, on fait des emballages isothermes. Et avec ces emballages isothermes, on fait des solutions isothermes, c'est-à-dire qu'on amène la climatisation à l'intérieur. Et de façon autonome, on permet à des produits thermosensibles d'être acheminés jusqu'à 5 jours de transport, tout en restant dans leur intervalle de stabilité. Donc, vous l'avez compris un petit peu, nos clients, produits thermosensibles, sont essentiellement les laboratoires pharmaceutiques. On en a sur la région.
On va citer Boehringer Ingelheim ou bien Sanofi, mais on a également des acteurs dans le circuit alimentaire avec des grosses entreprises comme General Mills, Häagen-Dazs, ou bien des plus petits acteurs comme des pâtissiers. Et enfin, on a aussi une grosse activité dans tout ce qui touche au catering aérien pour amener à bord des avions les produits frais. Voilà. Ensuite, on a des actions sur tout ce qui va toucher à la logistique urbaine, logistique durable, avec des solutions territoriales. Ça vient de l'EFC. Et est-ce que j'explique un petit peu la trajectoire? Non, mais peut-être, Philippe, si tu permets, peut-être, donc tu as été accompagné dans un parcours, on le représentera après, un parcours collectif de dirigeants, en 2014, si tu me corriges. Peut-être dire, Philippe, toi en tant que dirigeant et puis ton entreprise a commencé ce parcours, tu étais confronté à quelles limites? C'était quoi les problèmes qui vous étaient posés dans ce que tu cherchais à faire, toi, dans cette entreprise? Alors, je pense on est tous concernés par cela. On fait partie, nous, du syndicat de la plasturgie. Le matériau qu'on utilise est issu de l'industrie pétrolière. Et de ce fait, on le sait tous, les prix ne cessent d'augmenter. En face de nous, les donneurs d'ordre sont des géants et il faut un petit peu la pluie et le beau temps. Et s'ils décident de ne pas augmenter, qu'il ne faut pas augmenter les prix de vente, on risque de perdre le marché et on va rogner sur nos marges. Tu le signalais. Donc, c'est tout d'abord cela, puisque à partir de cette réflexion, bien sûr, on va travailler sur les flux, on va travailler sur la productivité. À un moment, on peut plus, à moins d'aller dans l'usine avec un fouet et de demander aux gens, ou de délocaliser, hein, ça a été évoqué par le président, délocaliser l'activité, ça c'était hors de question. On est à Avignon, on est très bien. Donc il fallait trouver autre chose. Il fallait trouver autre chose à monétiser, tout en préservant la santé de nos collaborateurs. Voilà. Donc c'était principalement le fait qu'il y avait une difficulté, enfin une pression de plus en plus importante sur les prix sur lequel toi tu n'arrivais pas à trouver les ressorts en interne, sauf à délocaliser ou des choses comme ça. En tout cas, tu n'arrivais pas à trouver les ressorts pour maintenir une rentabilité raisonnée et en même temps essayer que les produits que tu proposes soient utiles et soient de qualité au regard des attentes des clients qui étaient les tiens. Dans l'activité qui était de fabriquer des emballages isothermes, non, on n'avait pas la solution. Par contre, le parcours OFC qu'on a suivi en 2014 nous a permis de prendre un petit peu de hauteur, avoir une vision du balcon de l'entreprise et se rendre compte qu'il y avait beaucoup de ressources immatérielles au sein de l'entreprise qui n'étaient pas monétisées. Et déjà, c'était faire progresser son chiffre d'affaires et sa marge en monétisant ces actions-là. Et la principale était notre expertise en chaîne du froid. Et le parcours nous a permis de modifier notre offre. Et d'une entreprise qui vendons des emballages isothermes, on est aujourd'hui une entreprise qui fait baisser les risques de rupture de la chaîne du froid. En fait, on a substitué le bien à la performance de l'usage. Et aujourd'hui, on a acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles ressources au sein de l'entreprise. On ne fait pas simplement vendre des emballages. On cartographie les risques de rupture de la chaîne du froid. On audite nos clients. On forme le personnel. On a également développé de l'IoT pour nous aider dans la cartographie des risques, mais aussi enregistrer, géolocaliser en temps réel, avoir les températures, on organise le transport. Donc voilà, c'est une offre beaucoup plus complexe qui au départ a réuni d'autres acteurs. On a créé donc un écosystème et qu'aujourd'hui on a totalement intégré au sein d'Isovation. Voilà, aujourd'hui on propose autre chose à nos clients. Non, c'est très intéressant. Du coup, on arrive effectivement à cette notion centrale de performance d'usage, c'est-à-dire de plus de à quelle utilité répondent en fait mes produits et services et comment je construis ma rémunération autour de cette utilité-là et en se basant sur une notion centrale que tu as citée, mais sur laquelle on peut peut-être s'arrêter pour vous décrire un petit peu plus. C'est la question des ressources immatérielles. Peut-être qu'Olivier, tu peux évoquer cette question-là rapidement. Voilà. Non, mais en tout cas, pour expliquer rapidement ce qu'on entend par ressources immatérielles. Oui, alors je vais vite dans ce que tu dis, Philippe. Ce qui est intéressant, c'est que tu cherches non pas à vendre le produit, mais à essayer de tenir ce qu'on appelle la performance d'usage. Et ça nécessite de déplacer la prise en charge qui se limite pas au produit lui-même, qui est déjà extrêmement technologique, parce que c'est des produits très haute technologie, hein, mais de s'occuper de la chaîne du froid. Et c'est dans notre jargon d'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on dit c'est de passer d'une offre de produits à une solution intégrée qui apporte plus de performance d'usage et qui va nécessiter bien sûr de mobiliser tout un tas d'activités pour tenir cette chaîne du froid. Alors il y a plein de dimensions logistiques, bon je passe tout le truc. Et ce que tu as dit, Philippe, je vais aller très vite, c'est que effectivement la transformation économique, si on passe, je vais très vite,
19e siècle, 20e siècle, le moteur de l'économie, c'est les investissements matériels. Fin 20e et aujourd'hui, on a toujours besoin d'investissements matériels. Mais le cœur du développement, c'est les ressources immatérielles. C'est quoi les ressources immatérielles? C'est comment on arrive à avoir une offre pertinente. Pas pour soi simplement, mais pertinente pour l'écosystème, pour les parties prenantes. Comment on arrive à avoir une organisation qui est pertinente par rapport à l'offre que l'on essaie de développer. Donc ça, c'est un aspect de la pertinence. Deuxième dimension, comment on développe des compétences internes, individuelles et collectives pour soutenir cette proposition de valeur. Et il y a un point qui est très important qu'on ne va pas discuter là, c'est que tout ça, ça déplace le travail du dirigeant, parce que le travail du dirigeant, c'est de piloter ses ressources immatérielles. Troisième élément sur les ressources immatérielles, donc la pertinence de l'offre et de l'organisation, la question des compétences. Troisième grande ressource immatérielle, c'est la question de la confiance. On voit bien que quand on est dans une dynamique de confiance en interne, avec des partenaires ou avec des clients, ce qu'on est capable de faire va plus vite et va plus loin. Donc, comment on pilote cette confiance? Et puis, dernier élément, c'est la question de l'engagement. Comment ce qu'on fait, ça crée de l'engouement. Ça crée une envie de faire, une appétence en interne, chez les clients, chez d'autres qui peuvent travailler avec nous, etc. Bon, je ne développe pas plus. Peut-être, Philippe, tu pourrais nous dire, dans ta trajectoire, on voit que tu as fait évoluer ton offre autour de cette nouvelle proposition de valeur, de cette solution intégrée. Peut-être tu pourrais dire quelles ont été les étapes et comment tu as essayé de faire, et peut-être donner un ou deux exemples qui parleraient, parce que tout le monde n'est pas spécialiste de la complexité de ton activité. Donc rapidement, en fait, on est passé par des échecs, faut pas se cacher. C'est pas un petit bouton qu'on appuie, on passe d'un modèle classique linéaire, ça a été développé tout à l'heure, un modèle de l'EFC. Hein. C'est une trajectoire que l'on prend, c'est une réflexion, c'est un nouveau pilotage pour le chef d'entreprise. Je suis disponible sur le stand de l'ADI hein, pour vous expliquer un petit peu plus tout cela en détail, faire ce retour d'expérience. Donc oui, j'ai cru qu'à un moment, il fallait créer une entreprise, que cette entreprise vende cette offre de faire baisser les risques de rupture de la chaîne du froid. Je l'ai créée. À côté de ton entreprise. À côté de mon entreprise, avec un associé également là-dedans, qui lui voulait que son entreprise également profite de cette dynamique et qu'il y ait cette réflexion au sein de sa propre entreprise sur le modèle de l'EFC. Bon, ça n'a pas marché. Il y a tout de même eu de la contractualisation avec des clients, mais à un moment, on s'est rendu compte que la ressource immatérielle, elle était dans Isovation, et c'était au cœur d'Isovation qu'il fallait qu'on développe cette trajectoire et non pas sur une entreprise en parallèle. Tu pourrais dire, ça c'est intéressant, parce que quand on cherche à ajouter du service pour tenir des effets utiles par rapport à son offre. Alors, il y a deux choses intéressantes. Quand on accompagne des dirigeants, alors il y a à peu près plus de 500 dirigeants qui ont été accompagnés, donc on n'est pas à l'expérimentation hein, du truc. Quand on accompagne ces trajectoires-là, ce qui est intéressant, c'est de partir du déjà là. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'inventer des trucs nouveaux, il s'agit de consolider des dynamiques qui sont déjà présentes. Ça, c'est très important. Deuxième élément que tu indiques, c'est que pour déployer ta solution intégrée, il fallait travailler avec d'autres. C'est-à-dire, il faut trouver des compétences complémentaires pour venir nourrir cette solution intégrée qui permet de prendre plus en plus en charge des effets utiles, donc plus de valeur. Et que l'option que tu as fait, c'est de créer une entreprise. Bon, ça, c'est un choix pour différentes raisons, peu importe. Et que ici, cette expérience, elle t'a permis à la fois elle n'a pas perduré sous cette forme-là, mais elle a permis pour toi d'en tirer tout un tas d'enseignements pour continuer dans ta trajectoire. Tu pourrais dire, Philippe, sur un ou deux exemples, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes capable de faire que vous n'étiez pas capable il y a, je sais pas, quelques années? Il y a tout un tas de ressources qu'on a intégrées, comme je l'ai dit. Hein. On fait de la formation aux bonnes pratiques de distribution des produits de santé. On cartographie. Pourquoi il faut que vous fassiez de la formation, Philippe? Bien souvent, en travaillant avec les hommes, chez nos clients, on va réduire le risque de rupture de la chaîne du froid avant même de lui avoir vendu un premier emballage. Le but, c'est pas qu'il nous achète un emballage, c'était que son produit arrive à la bonne température, au bon endroit. Donc, c'était là-dessus qu'il fallait vraiment agir. C'est intéressant parce que là, on voit dans cette trajectoire-là, hein, il y a 1000 trajectoires, il y a autant de trajectoires que d'entreprises, mais dans cette trajectoire-là, ce que tu cherches à faire, c'est de tenir l'intention avec ton client, qui est le problème de tes clients, c'est la chaîne du froid. Et à ce moment-là, la responsabilité que vous avez les uns et les autres, vous en interne,
les partenaires avec lesquels tu travailles et les clients qui sont les tiens, c'est dire comment on fait pour tenir cette chaîne du froid. Parce qu'il y a plein d'éléments de rupture, y compris d'ailleurs le client ne maîtrise pas lui-même tous les éléments de la chaîne du froid. Pour tout un tas de raisons, il ne maîtrise pas tout. Donc comment on arrive à tenir ça et comment vous êtes par votre métier l'intégrateur qui va être en capacité de dynamiser et de tenir ces enjeux de chaîne du froid avec des enjeux économiques et environnementaux considérables, hein, parce que quand il y a une rupture sur des produits pharmaceutiques, hein, une rupture de la chaîne du froid, c'est soit les vaccins servent à rien, soit c'est poubelle. Hein, donc ça représente quand même des sommes considérables. Ok, peut-être. Merci Philippe. Oui, on peut peut-être enchaîner sur le deuxième témoignage. Témoignage d'une entreprise qui est en Nouvelle-Aquitaine cette fois-ci. Et donc Jacques de la société Dussault Distribution. Pareil, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Merci. La société Dussault Distribution, elle est donc située à Pécorade. Pécorade, c'est un petit village qui est à côté d'Aire-sur-Adour, pour ceux qui connaissent un peu moins, à côté de Mont-de-Marsan. Elle a été créée en 84 par Christian Dussault. C'est un éleveur au départ. Je crois qu'il faut que tu mettes vraiment ton micro. Il n'est pas suffisamment voilà. Là. Créé en 84 par Christian Dussault. C'est un éleveur qui est plus ingénieux qu'ingénieur, un peu feignant, et qui se dit comment je peux essayer de, au niveau du gavage, d'inventer une machine qui me fasse passer moins de temps et qui soit en même temps plus confortable pour les canards. Donc c'est un constructeur de machines agricoles basé sur le transfert pneumatique et ces deux gammes de produits. Dans un premier temps, pendant les 30 premières années, c'est une distribution d'aliments. Vulgairement, j'appelle ça une gaveuse. Et ensuite, deuxième gamme de produits, c'est une distribution de litière qu'on appelle vulgairement une pailleuse. Donc sur les gaveuses, aujourd'hui Dussault, en quelques chiffres, c'est 4,5 millions de chiffre d'affaires, 36 personnes, dont la moitié au bureau d'études. C'est donc pour la partie gaveuse, vous l'avez compris, un marché uniquement orienté sur les palmipèdes. On va en parler tout à l'heure au niveau des limites. Quasiment 98% des gaveuses en France sont des Dussault. Et depuis quelques années, on développe une gamme de produits d'équipements autour de la distribution de litière qu'on appelle pailleuse, avec une petite équipe de 3 à 4 personnes. Alors, merci Jacques. Peut-être ce qui vous distingue l'un et l'autre au-delà de l'activité, c'est que Jacques, tu es au milieu ou aux 3/4, disons, d'un parcours d'accompagnement. Donc, on n'est pas encore à l'aboutissement de toutes les réflexions, mais vous avez déjà beaucoup avancé dans vos réflexions. Peut-être là aussi, même question que celle posée à Philippe, c'est quand tu es rentré qu'est-ce qui t'a incité à rentrer dans le parcours et peut-être à quelle limite vous étiez confronté chez Dussault par rapport à votre activité? Alors, ce qui nous a incité à y rentrer, c'est d'abord parce qu'on est engagé dans le programme de l'usine du futur. C'est là qu'on a entendu parler pour la première fois de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Deuxième sujet de préoccupation, le dirigeant a 64 ans, il doit assurer la transition et il préfère, c'est un choix personnel, transmettre son entreprise à ses cadres. Donc, il y a un sujet, gouvernance, qu'on commence à mettre en œuvre dès 2001. Et dans la première limite, alors que la retraite est programmée pour mai 2022, en septembre 2021, le dirigeant fait un burn-out. Il est donc en arrêt et il ne reprendra pas son travail depuis septembre 2021. Donc première difficulté, alors qu'on avait imaginé accompagner dans le temps et avec une transition fluide, souple, on a un premier problème. Deuxième problème, vous avez compris, notre marché, ce sont
la filière avicole et en particulier les palmipèdes. Nous avons pris ces dernières années 3 crises de grippe aviaire. 95% du chiffre d'affaires est sur la filière avicole. Donc, deuxième limite, c'est comment, avec quelles ressources, quelle trajectoire, on peut essayer de sortir de cette impasse. Et puis, troisième limite, compte tenu qu'on est en situation de monopole, eh bien, on n'a pas besoin de faire de commercial, on répond qu'à des appels entrants et on attend que le client arrive et on le choisit. Donc, aucune culture de ce que c'est qu'une offre commerciale, pas de direction commerciale ni au sens propre ni au sens figuré, c'est-à-dire que personne ne l'incarne et il n'y a pas de dynamique. Donc voilà les limites à laquelle on est confronté fin 2021 et 2022 et début 2022. Peut-être, Jacques, tu pourras nous dire quelle est ta fonction dans l'entreprise, ton titre, parce qu'il est intéressant. Mais avant que tu répondes, je te pose deux, trois questions en même temps, parce que le titre en soi est intéressant. Peut-être 2 choses. Il y a nous dire, là, au stade où tu en es dans ce parcours d'accompagnement que tu suis, quelles sont les pistes ou les principaux éléments sur lesquels vous êtes au travail actuellement pour essayer de reconsolider votre trajectoire de développement, et aussi comment vous avez réussi, parce que c'est un point très important que tu as indiqué, c'est-à-dire que là, le dirigeant, le pauvre, a des problèmes de santé, il faut reprendre une équipe, il y a eu une évolution importante de la place de l'ingénierie dans l'entreprise. Comment pourquoi vous avez pris ces orientations et comment tu y es pris pour engager tout ça? Donc ça avait beaucoup de questions, Jacques. Merci. Alors ta fonction. Ma fonction, vous pouvez le lire, responsable des coopérations internes et externes et animateur gouvernance. Je vais commencer par là. Au niveau de l'animation gouvernance, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le dirigeant souhaitait transmettre l'entreprise à ses cadres, j'ai essayé d'imaginer les scénarios possibles. Je ne vais pas les développer et j'en ai retenu l'un d'entre eux. Je voulais absolument, par expérience personnelle, qu'il y ait un noyau dur qui puisse diriger l'entreprise. Donc, dans un premier temps, j'ai demandé à Christian Dussault de céder 51% de ses titres, ce qu'il a fait, à une société qu'on a appelée DusTeam. Deuxième temps, toujours au niveau de la gouvernance, j'ai quelques idées sur les scopes, que je ne vais pas développer ici. Je pense qu'effectivement, dans le sens que tu disais à donner au travail, il est important que chaque salarié puisse être impliqué. Et donc, j'avais imaginé que dans cette société, qui est une société holding, DusTeam, il puisse y avoir également les salariés qui le souhaitent. Donc, un noyau dur composé de 4 dirigeants, 2 plutôt anciens qui ont une vingtaine d'ancienneté, et 2 plutôt nouveaux qui viennent amener leur oxygène et leur expérience. Et puis, j'ai réussi à faire venir sur ce projet, vous avez entendu la difficulté de la société, 20 salariés qui ont accepté de devenir actionnaires de cette société. Voilà. Pour les embarquer dans un projet avec une nouvelle trajectoire. Je vais venir après. Donc ça, c'est dans un premier temps ce que j'ai fait au niveau de la gouvernance. Coopération, je l'ai fait par intuition dans un premier temps. Et ce qui m'a bien aidé, dès que j'ai commencé la formation de l'EFC en mai 2022, c'est que j'ai mis à travers ma première intuition, j'ai trouvé un squelette, j'ai trouvé une charpente auquel j'ai essayé de rattacher mes premières intuitions. Et donc, voilà comment petit à petit, j'ai migré vers une nouvelle trajectoire. Et je l'ai fondée, alors je viens du monde de la finance, je l'ai fondée sur les ressources immatérielles. Qu'est-ce que c'est? En finance, c'est les goodwill. Et là, je dis, qu'est-ce que c'est que les ressources immatérielles? Et j'en ai trouvé plusieurs chez Dussault. Autrement dit, celles qui ne sont pas comptabilisées. La première, c'est une relation humaine exceptionnelle. Le souci de rendre service aux clients internes comme aux clients externes est premier chez Dussault. C'est leur histoire. Ils veulent dépanner. Parce que quand une gaveuse tombe en panne, il faut savoir que c'est une bande complète pendant la période de gavage qui est perdue. Vous imaginez à la fois les drames au niveau sanitaire et au niveau financier. Donc il y a un souci de service sur lequel je me suis appuyé. L'humain.
Deuxième, c'est que quand j'ai proposé d'embarquer dans du Steam les équipes, j'ai bâti un premier organigramme sur 3 mots: la coopération. Bien évidemment, je ne savais pas quelle était la définition que j'applique aujourd'hui, la responsabilisation et la confiance. Mais la coopération, j'avais compris que c'était plus que la collaboration où on travaille avec. La coopération, c'est un état d'esprit. C'est un mouvement qu'on donne dans le travail pour œuvrer ensemble. Et j'ai essayé autour de ça de travailler. Et puis, troisième sujet sur lequel je me suis appuyé, qui est une ressource immatérielle, c'est la notoriété de Dussault. Quand on va dans un salon agricole, on a reçu une 40aine de médailles. Et la Dussault, aujourd'hui, c'est une gaveuse. C'est comme un réfrigérateur, c'est Frigidaire. Donc, il faut absolument que, comme on va vers une nouvelle trajectoire qui est le confort de l'éleveur et le bien-être de l'animal, nécessairement, il faut qu'on sorte petit à petit de ce type de produits que nous vendons. Peut-être, j'ajouterais, je dis 3 points. Quand on accompagne des dirigeants, on accompagne donc une réflexion et une mise en action autour de leur modèle économique. Et ici, selon le dirigeant, sa situation, etc., ça va prendre des formes et des sorties, on pourrait dire, différentes. Donc ici, je veux juste insister que ce qu'on appelle un modèle économique, c'est pas uniquement, même si c'est très important, hein, la dimension monétaire du modèle économique. Un modèle économique, c'est autre chose. Il y a cette dimension monétaire, mais il y a qu'est-ce que l'on fait, la proposition de valeur, comment on est organisé. Je fais pas tout le tour du camembert. Et il y a un point très important qui est la gouvernance. Et dans l'expérience de Jacques, qui est pas l'expérience que tu as racontée, Philippe, un des angles qui a commencé à être travaillé et sur lequel tu t'es énormément investi, c'est plutôt de partir sur la gouvernance. Pour d'autres, ça va être la coopération interne. Pour d'autres, c'est le mode de contractualisation. Pour d'autres, c'est la proposition de valeur. Parce que on peut pas changer un modèle économique de A à Z, c'est absolument absurde. Du jour au lendemain, c'est la catastrophe. Et il faut partir sur le déjà là et ce que cherche, quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté aujourd'hui le dirigeant, pour essayer de travailler avec lui, pour arriver à consolider la trajectoire. Donc, je voulais juste indiquer ça. Jacques, peut-être une question, c'est que ce que tu as dit, c'est important. Je retiens 2 choses. Enfin, un truc que t'as pas dit, un truc que t'as dit. Un truc que tu as dit, c'est que autour de ce nouveau produit que vous développez de pailleuse, ce que vous cherchez à faire, c'est aider les éleveurs, d'une certaine manière, à pas prolonger, s'enfermer dans une activité trop productiviste. Vous savez que c'est un problématique de beaucoup d'agriculteurs. C'est comme ils ont beaucoup d'investissements, ils sont enfermés dans une dynamique très productiviste qui leur pose des problèmes de travail et de rentabilité. Alors, pas partout, hein, ça dépend du type de la structure, etc. Mais ça pose un problème. Et ce que tu as indiqué, c'est que la pailleuse, vous l'imaginez en accompagnement du travail de l'éleveur et en accompagnement de l'enjeu du bien-être animal. Et donc, c'est pas uniquement une pailleuse, c'est une dynamique plus servicielle. Bien sûr, il y a la pailleuse, sinon il n'y a pas d'activité. Mais on pourrait dire la pailleuse, c'est la porte d'entrée pour arriver à mettre au travail avec les agriculteurs, les éleveurs en l'occurrence, des enjeux de travail et de bien-être animal. Et ce que tu fais, c'est que tu passes avec des groupes sur lesquels tu testes, et ça, je voudrais que tu dises quelques mots, et après on passera à la fin. Parce que vous avez compris, hein, je passe d'une gamme de produits, je vais rester sur la litière, à une solution de paillage. Pour vous donner l'enjeu au niveau financier, une gamme de produits, une pailleuse, c'est aux alentours de 50 000 €. Une solution de paillage qui intègre la pose des rails, les tuyaux qui accompagnent la machine, une distribution de litière où on sort également les pierres, la poussière, on démêle et on va jusqu'au robot. Ouais. Donc vous voyez, la solution elle est complètement intégrée. Là, on est sur un budget de 200 000 €. Évidemment, grâce à ça, on paye notre bureau d'études. Mais qu'est-ce qu'on a mis en œuvre et qui est original, je trouve?
c'est que on est parti de cette solution et on s'est dit maintenant comment on va impliquer en coopération externe nos clients. Et je leur ai proposé un schéma inverse à l'habitude. Je leur ai dit, voilà, pour une bécane de 200 000 euros, quelles sont les dépenses acceptables que vous seriez prêt à mettre pour financer la maintenance annuelle? Dans mon jargon, on appelait ça capacité contributive. Dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on appelle ça dépenses acceptables. Et j'en ai pris un dans le comté, un éleveur en Osso-Iraty et un autre dans Roquefort. Et avec les machines qui sont des mini-séries qui sont installées, on travaille avec le directeur commercial, Franck Bacheret, pour savoir de quelle façon on va pouvoir, à travers leurs demandes, donc c'est bien une solution intégrée qui est liée à notre prestation, le SAV qu'ils veulent. Alors je ne dis pas qu'on accepte de suite, mais on a 3-4 éléments de référence qui nous permettent, et on est dans cette dynamique-là, de réfléchir chez nous, qu'est-ce qu'on leur propose pour ça? Ils ont tel budget, donc combien on leur fait de remise sur les pièces détachées, combien on leur fait de visites annuelles à titre préventif, combien éventuellement est-ce qu'on leur facture des frais de déplacement ou pas. Vous voyez, donc on est en train de co-construire avec eux, c'est ce que j'appelle la coopération, un service après-vente qui va être sur mesure et financé en fonction de leur propre capacité. Peut-être, avant de passer la parole à Sébastien, en quelques mots, parce que le temps file, voilà, peut-être dire pour vous, en tant que dirigeant, pourquoi en quoi ça a été utile pour vous de s'engager dans cette dynamique de trajectoire EFC? Qu'est-ce que vous en tirez? Alors, sans être trop long, parce que on est pris par le temps et on a encore quelque chose à présenter. Si vous avez... Moi, ce que j'ai retenu, c'est que on a, à travers une formation académique, des personnes qui ont réfléchi au concept que nous, on appliquait déjà par intuition ou par pragmatisme. Eh bien, ça va donner en termes d'appropriation par les équipes, ça les booste de façon considérable parce que ils savent le contexte, les enjeux et le cadre. Et ça, c'est la formation qui nous l'a permis. Oui, c'est ça. C'est l'appropriation donc du travail par les collaborateurs, une autre vision du travail pour eux, un meilleur être dans l'entreprise. Donc oui, il y a l'offre dans l'EFC. On va chercher, on va dans ces parcours avec les autres chefs d'entreprise présents, on va penser son modèle et trouver une nouvelle offre qui va s'inscrire dans celui de l'EFC, où on aura une monétisation des ressources immatérielles. Mais après, en interne, il y a tout l'accompagnement par les experts EFC qui viennent régulièrement pour faire remonter donc les différentes expériences des collaborateurs sur le terrain, donner un sens à ce qu'ils font et qui permettent aussi de faire évoluer l'offre. Voilà. Donc il y a l'offre, mais il y a aussi toute la santé du personnel et des collaborateurs, très important. Et après, il y a aussi un point, c'est l'ancrage sur le territoire. On va peut-être pas s'y mentionner. Oui, on l'a pas développé là. Mais... C'est vrai que c'est une prise de conscience d'une entreprise qu'on est sur un territoire, et c'est tout ce travail que l'on peut faire avec le territoire et les propositions qu'on peut faire à ce territoire pour l'améliorer. Et ça, on le voit pas. Enfin, en tous les cas, je le voyais pas avant de rentrer dans le FC. Voilà. Merci. Moi, je rajoute quand même que, en plus de Christian Dussault, qui a validé cette démarche, il y a Jean-Philippe Duplèche, qui est le nouveau président de Dustim, qui a non seulement validé, mais qui lui aussi a donné sa propre impulsion grâce à son expérience. Et ça, en plus de l'oxygène qu'il a apporté, ça a amplifié notre dynamique. Bah écoutez, vraiment merci beaucoup à tous les trois. Donc moi je conclurai très rapidement par le fait que donc ADI Nouvelle-Aquitaine porte cette dynamique EFC en Nouvelle-Aquitaine à travers une feuille de route régionale dédiée à l'EFC et à sensibiliser et à accompagner les acteurs économiques sur ce sujet-là. Cette feuille de route qui est d'ailleurs co-pilotée et financée par la région et l'ADEME. Et dans le cadre de cette feuille de route, nous on lance la deuxième édition du parcours. Première édition donc qui a vu notamment Jacques de Dussault participer. Et c'est la deuxième édition de notre parcours d'accompagnement à l'EFC d'1 an commencera en juillet 2023, début juillet 2023. Et voilà, donc nous,
l'idée, c'est vraiment d'accompagner 10 dirigeants et dirigeantes à l'évolution de pour questionner leur modèle économique, pour repenser leur modèle économique par le biais justement de cette innovation servicielle, de la coopération, des ressources matérielles, et pour voilà les aider à transformer et à évoluer, à faire évoluer leur modèle économique vers quelque chose de plus vertueux, tant sur le plan environnemental, social qu'économique. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au stand d'ADI. On a des plaquettes, on a toutes les infos que vous voulez. Donc voilà. Et merci de votre attention.